Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés ce midi. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, effectue une visite de travail dans la capitale. Il doit procéder à l'inauguration du siège de la Zawiya Belkhaïdia, située dans la localité de Tirsraïn, et inspectera le projet de réalisation de la grande mosquée d'Alger à Mohammedia. Journée internationale du vivre ensemble en paix, célébrée demain, une journée consacrée par les Nations Unies suite à l'initiative de l'Algérie. La journée sera désormais célébrée tous les 16 mai pour la promotion de la culture de la paix. La Palestine, les événements tragiques perpétrés hier contre des Palestiniens par les forces d'occupation israéliennes condamnées par l'Algérie et la communauté internationale. Une soixantaine de Palestiniens qui manifestaient pacifiquement contre le transfert de l'ambassade américaine à Al-Quds-Est ont été tués à Gaza. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, procédera aujourd'hui à Alger à l'inauguration du siège de la Zawiya Belkhaïdia, située dans la localité de Tirsraïn, dans la commune de Bir Khadem, et inspectera le projet de réalisation de la grande mosquée d'Alger à Mohammedia. La Zawiya Belkhaïdia à Alger, un lieu de culte érigé sur une superficie globale de 5 hectares, abrite une école coranique d'une capacité d'accueil de 300 places, ainsi qu'une bibliothèque de 1200 mètres carrés. Le chef de l'État se rendra par la suite à la grande mosquée d'Alger où il effectuera une visite d'inspection à ce projet dont les travaux de réalisation sont très avancés et sera livré fin 2018. La date du 16 mai a été proclamée par les Nations Unies Journée internationale du vivre ensemble en paix. Un événement dont la consécration au niveau mondial est le fruit d'une initiative algérienne puisée de sa propre expérience. Son objectif, la promotion de la culture de la paix et la réconciliation nationale. L'institution de cette journée reflète aussi la réussite du travail accompli par la diplomatie algérienne qui a obtenu l'ensemble ou l'adhésion de l'ensemble des pays. Karim Haïfa. Fruit d'une initiative algérienne puisée de sa propre expérience et tendant à la promotion de la culture de la paix et de la réconciliation nationale, cette première édition de la Journée internationale du vivre ensemble en paix est un événement dont la consécration au niveau mondial fait suite en effet au projet formulé en 2014 lors d'un congrès à Oran par l'Association internationale Soufi Alaouia, une ONG affiliée à l'association Cheikh Al-Alaoui pour la culture et l'éducation soufie basée à Mostaganem. Une association qui a mis en avant l'importance de la célébration de la manifestation Vivre ensemble en paix, d'autant que cette initiative est inspirée de l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale dont les piliers ont été instaurés par le président de la République. Ce projet de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, nous souhaiterions là où il est né, dans ce pays, dans cette Algérie qui nous est chère, que nous prenions conscience que la paix, elle a une valeur inestimable. Comment concevoir un monde où le vivre ensemble et la culture de paix devient la base sur laquelle on construit la société? L'initiative algérienne adoptée par consensus par les pays membres de l'Organisation des Nations Unies en décembre dernier a un seul objectif, la mobilisation continue des efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance et de la fraternité, avec l'institution de cette journée mondiale reflétant la réussite du travail accompli par la diplomatie algérienne qui a obtenu l'adhésion de l'ensemble des pays. L'initiative de l'Algérie est une initiative qui a renforcé le rôle de l'Algérie au niveau international. Notre pays qui aujourd'hui inspire d'autres pays dans le recouvrement de la paix et de la stabilité, c'est en fait un message civilisationnel et humaniste. L'adoption de cette initiative par les Nations Unies est une véritable victoire pour la diplomatie algérienne. Cela renforce également l'engagement positif de l'Algérie en faveur de la restauration de la paix et de la sécurité de par le monde. Cette journée mondiale du vivre ensemble en paix est également une occasion pour perpétuer les valeurs de tolérance et de réconciliation prônées par le président Bouteflika. L'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme n'est plus à démontrer. L'Algérie qui promeut les valeurs et principes encourageant le vivre ensemble en paix à travers la réconciliation, le pardon, la tolérance ainsi que le rejet de la violence. La démarche de l'Algérie a également intégré la réhabilitation et la réappropriation de son histoire et de son identité nationale dans leur triple dimension amazigh,
arabe et musulmane. À travers le projet de réconciliation nationale voulu par le chef de l'État, l'Algérie a pu sauvegarder son identité et sa pluralité, grâce notamment à ces expériences politiques auxquelles nous devons absolument adhérer et faire bénéficier les pays voisins et le monde entier de l'expérience de l'Algérie en matière de paix, de stabilité et d'humanisme. Désormais, la date du 16 mai sera une occasion pour méditer sur le moyen choisi par la société algérienne à travers la politique du président de la République prônant la culture de la paix. La journée mondiale du vivre ensemble en paix constituera ainsi un nouveau départ pour le renforcement de la culture de la paix dans la société en inculquant les valeurs de base dans les écoles, les universités et dans la formation de l'enfant au vivre ensemble et à l'ouverture sur autrui dans le respect mutuel. Et sachez que la wilaya d'Alger sera proclamée demain capitale du vivre ensemble en paix dans le cadre de la célébration de cette journée internationale célébrée désormais tous les 16 mai. Une paix compromise au Proche-Orient, l'espoir perdu du vivre ensemble suite aux événements tragiques qui se sont déroulés hier en Palestine après le transfert de l'ambassade américaine à Al-Quds occupée, une initiative désapprouvée par 128 des 193 pays membres de l'ONU. Une soixantaine de Palestiniens qui manifestaient pacifiquement ont été tués par les forces d'occupation israéliennes. L'Algérie a condamné avec la plus grande vigueur le bain de sang perpétré à Gaza. Bouchabo Ali. Il s'agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014. 55 personnes, dont 8 enfants de moins de 16 ans, ont été tués à Gaza par les forces d'occupation israéliennes qui se sont acharnées sur les manifestants qui protestaient pacifiquement contre le transfert de l'ambassade américaine à Al-Quds occupée. Un transfert désapprouvé par 128 des 193 pays membres de l'ONU. Bien que la communauté internationale parle de massacre, elle se contente, comme à son accoutumée, de condamner ces violations flagrantes des droits de l'homme, sans pour autant prendre des mesures concrètes pour les faire cesser. De nombreux pays ont simplement appelé les forces israéliennes à faire preuve de discernement et de retenue, tout en réprouvant le transfert de l'ambassade américaine à Al-Quds, qui contrevient, affirme-t-il, au droit international. Pour eux, le transfert des ambassades à Al-Quds ne pourra pas advenir avant que le statut de la ville sainte ne soit réglé dans le cadre d'un dialogue direct avec les Palestiniens. Un dialogue que les Israéliens ne semblent pas disposés à instaurer, laissant présager le pire. Face aux velléités de la communauté internationale, les forces d'occupation israéliennes continuent, avec la complicité de l'administration Trump, de persécuter le peuple palestinien et de le délester de ses terres. Abdelhak Mekki, politologue de formation, était l'invité de Nazim Aziri hier dans l'émission Question d'actu. Il revient sur ce qu'il s'est passé hier en Palestine. Pour lui, Israël bafoue toutes les lois internationales au vu et au su de tous. Je vous propose de l'écouter. Israël le fait au détriment du droit, au détriment de l'humanisme d'une manière générale, du droit humanitaire, et sans que personne ne réagisse, parce qu'il faut le dire, les États ne réagissent plus face à la Palestine, même si ici et là on reconnaît l'autorité palestinienne ou on annonce qu'on est d'accord avec la création d'un État palestinien, mais on ne voit pas l'issue de toute évidence, puisque ces derniers temps, notamment depuis 3-4 mois, nous assistons à une radicalisation des positions politiques compte tenu du fait que justement les États-Unis ont pris une position très partiale, c'est-à-dire du côté d'Israël, et que Israël agit complètement au détriment du droit. On l'a vu en Syrie en bombardant à 2 reprises des bases en Syrie. Il est clair qu'il n'y a pas eu de condamnation, et ce qui me donne le sentiment qu'en fait, il y a 2 droits aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de Palestiniens, on ne dit presque rien.
Mais lorsqu'il s'agit d'Israël qui va bombarder en Syrie, on dit mais elle a le droit de se défendre. On ne sait pas contre quoi elle se défend. Une politique de 2 poids, 2 mesures. Voilà, il y a une politique de 2 poids, 2 mesures et je crois que ça dénote que la communauté internationale aujourd'hui est malade et que l'ONU est devenue complètement incapable d'intervenir et de gérer ces situations et qu'il est absolument urgent d'imaginer une nouvelle organisation qui va fonder son action uniquement sur le droit international. Et l'émission Question d'actu sera rediffusée juste après le journal du midi. Ce week-end a été marqué par les festivités marquant la célébration du 45e anniversaire de la création du Front Polisario. En Île-de-France, cette célébration est intervenue au moment où Claude Mongin Asfari poursuit sa grève de la faim pour l'obtention de son droit légitime à rendre visite à son époux, Naama Asfari, prisonnier politique au Maroc. Afef Belhouchet. Résister, c'est être assez têtu pour voir se lever le jour derrière les barbelés. Des mots qui trouvent tout leur sens dans l'action de Claude Mongin, une femme dont la détermination force le respect, elle qui a cessé de s'alimenter depuis 27 jours. Elle en est à son 25e jour et je voudrais qu'on commence la soirée par un grand applaudissement pour sa détermination et son courage. Depuis 25 jours, je passe ma journée à recevoir des gens, des messages du monde entier. Et je voulais juste vous rappeler que le premier congrès de la jeunesse a eu lieu à Ivry en 1976. Et donc je vous souhaite une très belle soirée et jusqu'à la victoire. Et c'est un grand concert de solidarité qui a réuni ses amis et habitants de sa ville, mais aussi toute la communauté sahraoui d'Île-de-France et au-delà, un élan auquel le groupe Tifriti a tenu à prendre part. Combat qui fait écho également chez les plus hauts responsables sahraouis venus au rassemblement qui célèbre les 45 ans de la création du Front Polisario. C'est l'incarnation du courage, c'est le symbole de la solidarité qui va jusqu'à plus que l'identification. Ce qu'elle revendique simplement, qu'elle puisse s'allier, l'être le plus cher, son mari est cher doublement parce que c'est un mari militant, c'est un mari qui combat pour une noble cause. 45 années de lutte et de résistance face non pas à un pays colonisateur, mais aussi à tous ses alliés, à commencer par la France, qui n'ont rien ébranlé à la détermination de ce peuple à obtenir son droit légitime. Les leçons à tirer, c'est que l'attachement à l'objectif et la disponibilité au sacrifice sont les garants d'une victoire certaine. Surtout qu'avec la détermination de l'envoyé personnel du secrétaire général Horst Kohler, mais aussi à la nouvelle décision du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a eu un message fort comme quoi le temps est venu pour qu'il y ait une reprise sérieuse des négociations entre les deux parties. Pour rappel, le Conseil de sécurité avait adopté le 27 avril dernier une résolution appelant les parties au conflit au Sahara occidental à des négociations sans précondition et prolongeant de 6 mois le mandat de sa mission d'observation du cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario. La nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire se tiendra ce soir. Nous saurons donc si nous commencerons à jeûner demain ou jeudi. La conférence de la Commission nationale de l'observation du croissant lunaire sera diffusée comme à l'accoutumée en direct sur les chaînes A3, Canal Algérie et la chaîne Coran du Coran après la prière du Maghreb. Sachez que durant le mois sacré du Ramadan, le journal télévisé du soir de Canal Algérie sera avancé à 18h et le journal de 20h en langue arabe sera avancé à 19h. Un marché de proximité de vente de fruits et légumes a été ouvert à Ilizi en prévision du mois de Ramadan. Cette action favorablement accueillie par la population devra contribuer à la lutte contre les marchés anarchiques et illicites installés à travers les différents points de la ville. Hasna Zouberi. Un marché de proximité de vente de fruits et légumes a été ouvert à Ilizi en prévision du mois de Ramadan. Ce marché est aménagé au centre-ville dans des tentes et des aires dotées de moyens nécessaires pour assurer la disponibilité des produits agricoles durant ce mois sacré. Le marché de la Rahma est bénéfique pour les couches moyennes car les prix appliqués sont très accessibles. Ce marché, c'est une bonne initiative.
Si les prix restent comme ça, nous passerons un bon ramadan sans nous soucier de la flambée des prix. Cette action, favorablement accueillie par la population, devra mettre à la disposition du citoyen diverses variétés de fruits et légumes locaux, ainsi que de la viande fraîche, et ce, à des prix raisonnables. Je vais vous soutenir jusqu'au bout en ajoutant des tentes. C'est un marché organisé par le ministère du Commerce au profit des couches moyennes pour leur permettre d'acquérir les produits de première nécessité durant Ramadan. C'est pour la première fois que ce genre de marché est organisé à Illizi. C'est bien qu'il y ait une coordination entre les services agricoles et ceux du commerce, au grand bonheur du citoyen. L'opération sera généralisée à d'autres communes de la wilaya pour encourager les agriculteurs et producteurs et leur créer des espaces pour leur permettre d'écouler leurs produits. À la veille du mois de Ramadan, les familles s'organisent pour accueillir ce mois sacré. À Ain Saleh, les traditions diffèrent quelque peu, les mets sont préparés différemment et même la tenue vestimentaire est choisie pour le début du jeûne. Le reportage de Sihem Kenouch. Les préparatifs du mois sacré de Ramadan rassemblent les filles de l'association Patrimoine de Ain Salah. Et c'est dans la cour d'une maison, par un après-midi, que nous les avons rencontrées. Pour la plupart d'entre nous, la rupture du jeûne se fait généralement par des dattes et du lait. Pour les habitants de Ain Salah, c'est la même chose, à une différence près. Les dattes doivent être sèches. Elles sont écrasées, ensuite pilées dans un grand mortier en bois. Cela nous donne sfouf. On appelle ça sfouf. Les dattes doivent être véritablement sèches. Ça se mange au Ramadan avec du lait. Ça se mange bien froid. La meule en pierre est lourde pour les mains fragiles de cette petite fille. La plus grande lui montre alors comment faire. Elle s'occupe de concasser le blé pour le célèbre fric prisé dans toute l'Algérie. Une fois le travail fini, un bon thé nous a été préparé à la traditionnelle, sur des braises, auxquelles on ajoute de l'encens. Une petite simulation de fête nous attendait. On voulait nous montrer l'habit que portera les petites filles appelées à jeûner pour la première fois. La fille doit porter le jawali et puis le khlala et puis cette grande doblona et puis la ceinture doit être verte, c'est un signe de fertilité, et puis aussi des bracelets et des bagues, des barrettes sur les cheveux. Les cheveux doivent être véritablement coiffés. Pour finir, la baqaï, le chant populaire féminin de la région. Tout le monde se donne à cœur joie. Le ramadan est aux portes. De belles traditions à préserver. On passe à toute autre chose. La production de fer brut dans la wilaya de Tébessa passera de 1,5 million de tonnes à 5 millions de tonnes dans les années à venir. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Industrie et des Mines lors de sa visite dans la mine de fer d'El Wenza, à 90 km au nord de Tébessa. Il a également été question du grand projet d'extraction de phosphate à Bled El Hadba, projet qui a nécessité un investissement de 6 millions de dollars avec un partenaire chinois. Hassiba Abdallah. La mine de fer d'El Wenza, dans la wilaya de Tébessa, le plus important complexe minier de l'Algérie, était hier le premier point de la visite du ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Youssef Yousfi. Ce dernier a réitéré l'importance d'élever les capacités de production du fer brut dans cette mine, qui a enregistré en 2017 une production de 1,5 million de tonnes, et ce pour répondre aux besoins du marché national, notamment ceux des usines de transformation, mais aussi pour réduire les importations de produits ferreux. Notre objectif est de relever ce défi dans 4 ou 5 ans pour atteindre une production de 3, 4, voire même 5 millions de tonnes. Nous avons besoin de ce matériau au complexe Al-Hadjar, notamment pour les années à venir.
Nous avons d'autres investissements pour le complexe Al-Hadjar dans la métallurgie et la sidérurgie et qui demandent à eux seuls peut-être 3 ou 4 millions de tonnes. Le ministre de l'Énergie et des Mines a affirmé en outre l'intérêt accordé par l'État au grand projet d'extraction de phosphate à Bled el-Hadba dans la commune de Bir el-Ater. Ce projet qui produira 10 millions de tonnes de phosphate, de gaz ammoniaque et d'engrais phosphatés a mobilisé un investissement de 6 millions de dollars. La production de 6 ou 7 millions de tonnes de phosphate, le transport de ce dernier jusqu'à Oued Kebrit, à Soukharas, et sa transformation en un acide phosphorique. Il y aura aussi la transformation du gaz naturel à Hadjar Soud, à Skikda, pour produire la monitrate et qui nous permettra conjointement avec le phosphate et l'acide phosphorique de produire 3 millions de tonnes d'engrais. Le projet permettra de redynamiser le secteur et de créer de nouveaux postes d'emploi, des points positifs qui ouvriront la voie vers un développement économique local, voire national. Zoom ce matin sur le travail des douaniers dans les postes frontaliers. Direction Tébessa au poste de Bouchepka. Plusieurs tâches leur sont assignées. Vous allez voir qu'en plus des contrôles des papiers, les agents des douanes ou de douane accompagnent également les investisseurs locaux afin d'appuyer l'économie nationale et réanimer les échanges commerciaux. Regardez ce reportage de Nejma Hersh. C'est l'un des 4 postes frontaliers que compte la wilaya de Tébessa, le poste de Bouchepka. C'est le plus sollicité par les passants, notamment les touristes, en raison de sa proximité des villes tunisiennes. Ce matin, quelques touristes tunisiens traversent la frontière sans encombre. Les douaniers veillent à faciliter les formalités et réduire le temps d'attente. Nous accomplissons les procédures et les formalités douanières nécessaires qui consistent notamment à vérifier les documents et à fouiller les véhicules. Le délai de traitement de voyageurs ne prend que 5 minutes. En 2017, près de 700 000 Tunisiens ont traversé la frontière pour se rendre en Algérie et leur nombre ne cesse d'augmenter. La plupart d'entre eux viennent pour le même motif. والله سمعنا قالوا السوق هنا الخيمة أول مرة نجوز هذا غير ولد بالخيمة يعني بمعرض قلنا نمشيو نعملوا دو لاشا ونطلوا على الدنيا. شحال تقعدوا في الجزائر؟ احنا 12 3 سوايع 4 سوايع احنا والسوق ونردوا. C'est beaucoup plus le shopping. Mais malgré tout ça, on considère que cette mobilité pourrait être à terme en faveur de notre wilaya et de notre pays. Donc nous avons une production nationale qui pousse. Donc là également, ça va être une occasion pour l'économie de nos marchandises. Deuxièmement, c'est une occasion également pour promouvoir, comme vient de le dire, le secteur du tourisme, notamment en matière d'infrastructures socio-économiques. Je parle particulièrement par exemple des routes, de tout ce qui est donc facilitation au niveau de la bande frontalière, je parle des postes frontaliers. Mais il n'y a pas que des touristes qui passent par le poste de Bouchepka. Les produits algériens transitent également par ici. Ils sont destinés à l'exportation aux pays voisins. Chaque jour, nous enregistrons des opérations d'exportation. Et pour faciliter et favoriser les échanges commerciaux, des mesures de facilitation sont mises en place, notamment pour les exportateurs. عملية التصدير لهنا يعني تقوم بسرعة كبيرة يعني بين ما يلحق الكاميون والبضاعة ندخلوهم سير بلاس البارك بور لا فيزيت نديروا لا ريسيفابيليتي سير بلاس ونديروا لونجسترومون ولا ليكيداسيون جينيرالمون ما تفوتش ساعة ونص ماكسيموم تكون السلعة راهي ديجا في الحدود التونسية. Grâce à ce dynamisme, le poste frontalier de Bouchepka a enregistré l'année précédente une recette de 3 milliards de dinars. Conformément à l'article 35 de la loi de finances 2017, 15% de ces recettes sont destinées aux communes d'où relève le poste frontalier. Ainsi, 15% de ces revenus fiscaux sont reversés à la commune d'Al Houijbet en vue de participer à son développement.
L'Algérie octroie une nouvelle aide humanitaire à la ville libyenne d'Oubari afin de leur permettre de surmonter les difficultés auxquelles elles font face, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette aide d'urgence, concédée en étroite concertation avec le Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale, s'inscrit dans le cadre de l'action solidaire constante de l'Algérie envers la Libye pour répondre à certains besoins urgents de ses populations voisines, souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de recherche et de ratissage menées distinctement à Médéa, Bouira et Batna, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier 14 casemates pour terroristes et 4 bombes de confection artisanale. Tandis qu'un autre détachement combiné de l'ANP a saisi à Inamenas, près des frontières, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et un véhicule utilitaire, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 10 personnes à Intimouchent. Du cinéma, le film documentaire sur les traces des camps de regroupement, un travail historique explorant en profondeur la vie dans les camps de regroupement des populations civiles algériennes instaurées par les forces coloniales, a été présenté au public hier soir à la Salim Ben Khaldoun par son réalisateur Saïd Olmi. Un documentaire produit par le ministère de la Culture dans le cadre du programme cinématographique du 50e anniversaire du recouvrement de l'indépendance. Menel Boutouaba. Famine, promiscuité, malnutrition, maladies et menaces permanentes étaient le lot quotidien de millions d'Algériens déracinés, contraints de quitter leur village et leur vie nomade, enfermés par l'armée coloniale dans des camps. Sur les traces des camps de regroupement, tentent en 74 minutes de restituer leur vécu. Ce film met la lumière sur un aspect très violent de l'histoire algérienne. Ce travail est le fruit de grands efforts et de longues recherches, avec le regroupement de témoignages de personnes qui ont vécu cette épreuve. Ce travail de mémoire retrace le quotidien douloureux des Algériens parqués à l'époque dans des camps comme des rats. كان يرمى فيها الجزائريون كالجرذان. ما بين 1955 إلى 1900. Entre 1955 et 1962, environ 3 millions d'Algériens ont été enfermés dans ces camps de regroupement. Cette décision avait pour seul objectif d'isoler l'armée de libération nationale du reste de la population et créer ce qu'on appelle les zones interdites. Ce documentaire revient sur cette tragédie vécue par le peuple algérien. المناطق المحرمة ما يسمى المناطق المحرمة. الابتزاز والقمع المسلط على السكان. Une partie du documentaire s'articule autour du travail de mémoire entrepris par le photographe français Marc Granger, qui avait pris près de 20 000 clichés de femmes vivant dans ces camps. Certaines, encore en vie, témoignent dans ce film de la violence et des humiliations quotidiennes. Si les études historiques sur les camps de regroupement restent très faibles, il est cependant attesté, selon le réalisateur de ce documentaire, que ces lieux ont coûté la vie à plus de 3 millions d'Algériens, morts de faim ou de maladie, en plus des séquelles indélébiles laissés chez les survivants, dont quelques-uns étaient présents à cette projection. Et on terminera notre édition avec du sport, football. La deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football sera marquée par le choc 100% algérien entre le SC Tif et le Mouloudia d'Alger, prévu ce soir au stade du Mai 45 à 20h, où chacun tentera de se racheter après le faux pas de la première journée. Un match décisif pour les deux équipes. Il se jouera à 20h et sera diffusé en différé sur la chaîne nationale, juste après le journal de 20h diffusé en langue arabe. Et c'est la fin de notre édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Juste après l'émission Question d'actu de Nazim Aziri, une rediffusion qui traitera de la question palestinienne. Et ce soir, vous retrouverez Nadia Madessi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.